Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu comme Julie Christine, fait que ça changeait un petit peu. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pu changer mon titre par contre, mais vous allez voir, on est dans cette lancée-là où est-ce qu'on va parler des différents privilèges puis de positionnement. Donc, tout ce qui est la, la posture réflexive du chercheur. Donc, par rapport à la présentation, je vais vous faire une petite introduction, juste question qu'on soit tous sur la même page pour commencer. Je vais vous faire une mise en situation avec le texte, le verbatim d'un des participants de mon projet de doctorat. Puis ensuite, on va avoir quelques réflexions par rapport à cela. Donc, pour commencer, je vais juste vous situer par rapport à la consommation sexualisée. Donc, la consommation sexualisée réfère à la prise intentionnelle de substances psychoactives afin d'être sous influence lors d'activités sexuelles dans le but notamment de prolonger leur durée, diversifier les pratiques, d'améliorer l'expérience et les performances sexuelles. Ici, qu'est-ce qui importe à mentionner, c'est que c'est la notion d'intentionnalité, hein, donc c'est plus qu'une période de sexualité sous consommation anecdotique, mais bien une consommation qui va être planifiée dans le but d'avoir de la sexualité. Puis, par rapport aux différentes substances psychoactives, il est important de noter aussi qu'ici, on inclut toute substance, incluant l'alcool et le cannabis. Pour pouvoir vous mettre en parallèle le chemsex, qui lui est la contraction des deux mots chems pour chemicals, puis sex pour sexe. Hein? Puis, habituellement, le concept de chemsex va être beaucoup plus imbriqué dans une sous-culture qui va être gay, puis va être rapporté sur des substances psychoactives qui vont être beaucoup plus précises, comme la méthamphétamine, les catinones. En Europe, on va voir beaucoup la méphédrone, entre autres, le GHB, GBL, kétamine. Mais encore plus spécifiquement que ça, qu'est-ce qui va être particulier dans le chemsex? Ça va être entre autres le fait que la culture gay va avoir un impact sur la sexualité, ne serait-ce que par rapport aux différentes attitudes sociétales qu'il va y avoir vis-à-vis l'homosexualité, les traumas liés à l'épidémie du sida, bien que cette épidémie-là s'est passée il y a plusieurs années, ça marque encore les mémoires collectives de ce jour. Puis aussi, tout ce qui est par rapport à la révolution technologique alentour des différentes applications de rencontres et ou de sexualité, comme Grindr, par exemple. Juste pour faire une petite incursion par rapport à la santé sexuelle, donc il y a plus qu'une dimension à la santé sexuelle. Souvent, quand on regarde la littérature ou qu'on l'interroge, on va parler principalement de la dimension biologique de la sexualité, donc tout ce qui est attrait aux différentes ITSS par rapport à la contraception, comment que le corps va fonctionner. Ceci étant dit, il y en a plein d'autres dimensions de la sexualité. Il y aurait entre autres la dimension affective qui, elle, va être beaucoup plus en lien avec la satisfaction par rapport à son apparence corporelle, par rapport aux différentes relations qu'on peut entretenir, par rapport l'amour, hein? Puis par rapport aux différentes expressions des émotions, des sentiments et aussi de sa réponse sexuelle. Ici, on peut parler d'orgasme ou d'érection. Il va y avoir la dimension psychologique qui, elle, va être beaucoup plus en lien avec l'affirmation de soi, avec l'autonomie, la satisfaction, l'identité de genre, entre autres. Vous allez voir au travers de la présentation, je vais m'y référer à ces deux dimensions-là comme étant la dimension psycho-affective. Pourquoi? C'est que quand on regarde les différents verbales, dans un premier temps, c'est pas deux dimensions qui sont exclusives, hein, mais c'est bien, ils vont être transversales. Hein, ça va être difficile de séparer les deux dimensions. Puis les participants, de la manière qu'ils rapportaient les différentes informations, les rapportaient ensemble. Donc, c'était difficile. Il aurait fallu que je sépare les phrases en deux. C'est un peu difficile. Sinon, une autre dimension est la dimension socioculturelle. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, par rapport à la réalisation des rôles, par rapport à aussi les règles, les normes, les différentes les normes induites par rapport, entre autres, à la communauté ou aux communautés. Dimension morale qui va être beaucoup plus liée aux différentes valeurs, croyances, à l'éthique, à la religion. Et la dimension cognitive qui, elle, est plus en lien par rapport à tout ce qui est les connaissances. Connaissances par rapport au TSS, par rapport au VIH, par rapport au fonctionnement de son corps. Bref, des connaissances un petit peu plus larges qui est en lien avec la sexualité. Ma thèse en quelques lignes. Donc,
ma thèse s'intéresse à développer et mobiliser des connaissances en vue d'élaborer des recommandations pour amener des améliorations sur le plan de l'intervention pour les GBRSA qui ont certains enjeux liés à la consommation sexualisée. Plus particulièrement, il y a deux volets à cette étude-là où est-ce que le premier objectif est de documenter l'interrelation entre la consommation et la sexualité, bref, de comprendre comment que ces deux composantes-là vont s'imbriquer ensemble, puis ils vont communiquer ensemble. Puis la deuxième, c'est d'identifier les différents besoins en intervention. C'est un devis qualitatif avec une approche descriptive interprétative. Il y a eu 20 entrevues semi-dirigées faites auprès de GBRSA qui ont une consommation problématique selon le CAGE-8, qui est un outil diagnostique, et qui ont eu des pratiques de consommation sexualisée en dernière année. Puis il y a une analyse thématique qui a été réalisée, entre autres, avec le cadre de la santé sexuelle de Badeau. Toute cette introduction-là pourrait en venir au cœur du sujet. Aujourd'hui, ce que j'aimerais proposer, c'est une réflexion à l'endroit de savoir situer. Hein? Donc, tout ce qui est par rapport à insider, outsider within. Quand on regarde la littérature, même de manière non exhaustive, on peut voir qu'il va y avoir plusieurs concepts avec différentes définitions, puis différents concepts aussi qui peuvent s'impliquer, qui peuvent avoir des répercussions vis-à-vis les différents objets de recherche qu'on va avoir. Ici, simplement pour pouvoir faire une petite introduction. Insider, selon Merton, qui est un sociologue, c'est insiders are members of specified groups and collectivities. Bref, c'est des personnes qui vont faire partie des différentes communautés puis qui vont s'identifier vis-à-vis cette communauté-là. Ça, ce serait le terme d'insider selon Merton. Puis ensuite, je vous ai pas fait toute la revue de tous les concepts là, parce qu'on va être ici à soir, là, je vous avertis. Là. J'en ai tout de suite sélectionné un parce que c'est celui dans lequel que je me positionne pour cette réflexion-là. Donc, celui de Outsider Within de Patricia Hill Collins, qui est une Black féministe, qui parle entre autres de l'intersectionnalité. Bref, outsider within, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une position de insider, d'avoir certaines frontières avec les personnes qui participent à la recherche. Là, vous allez voir, je vais vous l'illustrer dans pas très long, mais quand on va faire de la recherche auprès des différentes collectivités, ça se peut qu'on partage des identités. Par exemple, si je suis un homme et je fais la recherche auprès des hommes, ben je partage cette identité-là avec les personnes. Si je suis une femme et je fais la recherche auprès des femmes, je partage cette identité-là. Bref, il va y avoir certaines frontières qui peuvent être prises en considération lorsqu'on fait de la recherche. Puis, ce qui est important aussi à garder en tête dans ce concept-là, c'est qu'il faut voir ça comme aussi toute l'historique des logiques de domination qu'il y a eu dans le temps. Donc, tout ce qui est par rapport au genre, à la diversité de genre, la diversité sexuelle, tout ce qui est par rapport à l'ethnie, la race. Donc, bref, tout ça est à prendre en considération lorsqu'on fait cette réflexion-là de notre posture. Donc, ma position réflexive, donc je suis un homme blanc, cisgenre, je suis gay, je suis québécois, francophone. Pour vous mettre en contexte, au Québec, ça peut faire une différence parce qu'il peut y avoir des discriminations faites auprès des communautés anglophones du fait qu'ils parlent pas ou peu ou avec un accent le français. J'ai grandi dans un milieu socio-économique qui est défavorisé. Ce qui peut aussi avoir un certain impact par rapport aux différents schémas de référence que je peux avoir aujourd'hui. J'ai la chance, j'ai le privilège d'avoir un statut socio-économique élevé aujourd'hui. Je suis travailleur social aussi qui œuvre dans le milieu depuis environ 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que j'interviens dans ma communauté auprès d'hommes qui ont des pratiques de consommation sexualisée. Je suis professeur universitaire, ce qui fait en sorte qu'il y a souvent des privilèges qui vont être associés à cette identité-là. Vous allez voir, je vais vous présenter Alberto. Hein? C'est un nom fictif. On ne s'affole pas. C'est plus intéressant qu'un numéro de participant. Donc, Alberto. Ici, j'aimerais juste vous mettre en garde. Vous allez voir, c'est pas une explication exhaustive de la situation de Alberto. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est de mettre en lien cette posture-là réflexive à différentes identités que Alberto peut avoir, puis comment qu'en recherche, on peut utiliser ou comment que nous, comme chercheurs, on peut se positionner face à la recherche. Donc,
pour une mise en bouche. Voici donc Alberto qui nous dit ben moi j'ai quitté le monde hétéro parce que je suis désolé, j'ai un truc dans mon écran parce que j'étais tanné j'ai quitté en parenthèse les bourses, les femmes, hommes, il faut que la femme soit comme ça, que l'homme soit comme ça. Je rentre dans une autre communauté, ici c'est la communauté gay, où elle dit qu'elle est ouverte, qui veut qu'on soit accepté, inclure la diversité. Je rentre dans une communauté qui a des labels pour tout, donc des étiquettes, hein. Are you top? Are you bottom? Are you macho? Are you? Est-ce que tu aimes frapper? Est-ce que tu aimes te faire frapper? Bref, ces différentes étiquettes-là. Non, c'est juste la queue et le cul. J'ai visité 2 psychologues, sexologues. Pourquoi tu viens ici, Alberto? La réponse était, ben, parce que j'ai pas de fétiche. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver mon fétiche parce que dans le milieu, tout le monde parle du fétiche. Donc, ici, pourquoi que je vous ai présenté ce bout de verbatim-là précis, c'est justement, on est capable de voir cette relation-là envers le genre, envers la communauté, puis les différentes normes qui vont être liées à cette communauté-là ou ces communautés-là auxquelles on peut s'identifier. Ici, dans le discours d'Alberto, on peut voir trois composantes qui vont être aussi abordées par différents participants de l'étude, dont la dimension socio-culturelle. On se rappelle, hein, c'est par rapport aux normes. Donc, ici, tout ce qui est par rapport aux normes perçues de la communauté. Donc, le fait de percevoir que finalement, comme homme, je dois performer d'une telle manière dans cette communauté-là. Des normes liées au genre. Ici, on peut parler de la masculinité, corporalité. Je ne l'ai pas inclus ici, mais Alberto se questionne beaucoup par rapport à sa corporalité, entre autres par rapport à la grosseur du pénis, chose qui va être souvent apportée dans les différentes applications de sexualité. Les différents codes sociosexuels de la communauté gay, entre autres les étiquettes qui parlaient, les normes liées à la sexualité, dimension psychoaffective. Donc, ces différentes normes-là vont avoir des impacts sur la dimension psychoaffective des personnes, entre autres par rapport à l'estime, la confiance sexuelle, l'exploration sexuelle, mais aussi la consommation comme stratégie d'adaptation au travers de ça ou une stratégie pour avoir accès à différentes composantes de ces normes perçues-là de la communauté. Ici, on peut voir que qu'importe la substance que les individus vont consommer, on va être capable de voir cette association-là ou cette relation-là qui va se créer entre la consommation et la sexualité. Mais on peut voir que lorsqu'il va y avoir introduction, par exemple, de la méthamphétamine dans cette relation-là, la méthamphétamine va jouer un rôle qui va être beaucoup plus central alentour de ces pratiques de consommation-là. Bon, pourquoi je vous présente tout ça? C'est que, ben, je vous ai dit, hein, j'ai des identités qui sont frontières avec les différents participants qui sont venus dans mon étude. Ici, ce qu'on peut voir, c'est par exemple alentour de l'orientation sexuelle et le fait que je sois un homme. Donc, ces 2 identités-là sont des identités qui sont partagées avec les différents participants de l'étude. Ceci étant dit, même si c'est partagé, ça ne veut pas dire que je partage la même trajectoire. Hein, on garde en tête qu'il y a encore des situations de privilèges et d'oppression qui sont mises en œuvre et les différents éléments identitaires de Alberto, par exemple, comme son parcours migratoire, origine ethnoculturelle, le fait qu'il soit hispanophone, vont aussi marquer son expérience comme homme gay et va faire en sorte qu'il va y avoir encore une certaine disparité entre les privilèges et les oppressions qui vont être vécues. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder en tête que c'est des identités qui sont frontières qui permettent aux chercheurs, entre autres, de comprendre certaines normes qui sont véhiculées dans la communauté. Par exemple, la dimension socioculturelle, ben, c'est des normes que moi, comme homme gay, j'ai pu voir au travers de ma trajectoire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que je les ai vécues de la même manière et avec la même signification ou la même importance plutôt. Donc, pourquoi que je vous présente ça? C'est que j'aimerais nous inviter comme chercheurs ou comme personnes qui sont inclus dans des recherches participatives à avoir une certaine réflexion par rapport à ces différentes identités-là pour, dans un premier temps, être capable de reconnaître ces différents privilèges-là, mais aussi être capable de reconnaître ces différentes oppressions-là pour être capable d'être le plus inclusif possible dans soit nos entrevues de recherche, dans nos façons d'approcher les personnes. Bref, d'être capable de se situer comme chercheur.
En faisant cette petite recherche-là par rapport à la recherche participative, justement, un élément que je trouve très intéressant, c'est que souvent, il va y avoir différents facteurs qui vont encourager les chercheurs à faire de la recherche participative, entre autres en ce qui a trait aux différentes identités du chercheur comme motivation. Dans ce cas-ci, on peut parler, entre autres, de mon identité gay ou comme homme gay qui aurait pu motiver, qui a motivé, je vous fais un scoop ici, là, qui a motivé ma poursuite vers le doctorat, puis de m'impliquer autant au travers de la communauté. Les différentes expériences professionnelles qui peuvent avoir un impact toute la journée. On a entendu justement des discours de différents chercheurs qui ont parlé de ces expériences professionnelles-là comme ayant motivé leur désir de changer les choses sur un plan un peu plus large, un peu plus macro. Les expériences personnelles. Puis par expérience personnelle, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est par exemple, si j'ai des amis, par exemple, qui ont déjà expérimenté, qui ont déjà eu une problématique par rapport à la consommation ou la consommation sexualisée, peut-être que je serai plus à même aussi de vouloir faire des interventions en lien avec cette situation-là. Puis, inversement, ces différentes identités-là et expériences peuvent aussi amener certaines opportunités. Hein? Vous allez voir, je vais en parler un petit peu plus tard dans ma conclusion, mais le fait de pouvoir avoir le privilège d'être professeur m'a amené à pouvoir intégrer différents milieux que j'aurais peut-être pas pu avoir accès pour être capable de faire changer les choses par l'intérieur via la formation d'intervenants pour être plus inclusif. Ici, j'aimerais vous présenter peut-être quelques stratégies qui peuvent être utilisées quand on a cette position-là de outsider within. Donc, l'auteur ici présente 4 stratégies. La première serait de minimiser ces identités-là. Donc, essayer de ne pas les représenter au travers de l'étude, de garder cette vie privée-là, de mettre sous silence sa voix, ainsi que les différentes relations de pouvoir. Ceci étant dit, quand on se positionne au travers de ça, ça peut faire en sorte qu'il pourrait y avoir une distance un petit peu plus grande envers les personnes qui vont se joindre à la recherche. On pourrait sinon utiliser son expérience. Par exemple, son expérience comme homme gay, son expérience comme personne trans qui travaillerait auprès des trans, utiliser cette expérience-là d'insider pour être capable d'avoir accès, entre autres, à la population, peut-être un peu plus facilement, créer ce lien de confiance-là un peu plus facilement du fait qu'on partage certaines identités ou certaines valeurs qui vont être communes. D'être capable de pouvoir entrer peut-être plus facilement au sein de la communauté et rentrer en relation. On pourrait aussi maximiser cette identité-là. Dans certaines études, qu'est-ce qu'ils montraient, c'est qu'il y avait des chercheurs qui se passaient aussi comme participants au travers de la recherche. Donc, par exemple, si le chercheur ou la chercheure avait une identité de femme bisexuelle et l'étude portait sur les femmes bisexuelles, de s'inclure dans l'échantillon afin d'être capable de prendre en considération cette expérience-là. Donc, c'est ça que l'auteur essaie de faire transmettre par rapport à la maximisation et d'intégrer je suis désolé, maximiser, c'est vraiment de se mettre au centre comme une autobiographie et intégrer, c'est vraiment de s'intégrer comme sujet au sein même de l'étude. Je suis désolé, je suis en train de lire en diagonale. Donc, il me reste 1 minute et demie. Je vais parler peut-être de la manière dont j'ai utilisé cette position-là d'outsider within dans ma thèse. Dans le fond, la manière que je me suis positionné, c'est que je travaillais, je vous ai dit, ça fait 10 ans que je travaille comme travailleur social, puis je voyais environ 500 hommes par année, justement, qui avaient des difficultés par rapport à la consommation sexualisée. Donc, 500 hommes par année, ça fait beaucoup de gars à voir. Puis, j'entendais régulièrement ces différentes difficultés-là, puis je me dis, OK, mais c'est ma communauté qui souffre en ce moment. Moi, comme homme gay, qu'est-ce que je peux faire au travers de ça? Puis, c'est un élément qui a justement motivé le fait que je me sois inscrit au doctorat après avec Karine, entre autres, pour essayer de faire changer les choses au sein même de la communauté. Fait que vous voyez, on parle beaucoup de privilèges, de pression, mais ces différents privilèges-là, oui, on peut les percevoir de manière où est-ce qu'on faut être connaissant de ces différents privilèges-là, mais on peut aussi essayer de les utiliser à bon escient, entre autres via cette recherche-là, puis être capable de prendre cette parole-là pour pouvoir aider à faire changer les choses au sein de nos communautés.
Sinon, le fait de justement pouvoir se positionner comme ça apporte aussi une certaine légitimité quand on se positionne par rapport au sujet. Loin de moi l'idée je suis pas une des personnes, j'ai pas le même vécu que ces personnes-là. Ceci étant dit, je crois que je suis capable de comprendre certaines portées de certaines normes au travers de ça, puis d'utiliser ces différents privilèges-là pour les apporter de l'avant, puis faire comme, écoutez, on a besoin d'écouter ces gars-là, là. Puis de justement mettre de l'avant ces gars-là pour pouvoir parler de leur expérience et être capable de faire changer les choses au sein de la communauté même. Puis le 20 minutes est passé. Donc, merci beaucoup. Question?